Bonjour à tous. Alors, je suis censé meubler pendant la reconstitution du haut, vous voyez. Donc, je me présente, je suis Nicolas Bousquet, le directeur scientifique de Quantmetry. Et comme vous voyez, je suis seul sur scène pour l'instant, car nous attendons nos deux collaborateurs qui vont arriver d'ici peu. On a un petit retard de train. Et j'ai le grand plaisir de vous parler aujourd'hui, de vous parler un peu de l'histoire, de la traduction d'un livre. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias. Il a été vendu assez rapidement, il est en retirage actuellement. La traduction du livre Deep Learning par Ian Goodfellow, Joshua Bengio, un nom que vous connaissez sans doute très bien, et Aaron Courville, un livre qui est paru il y a maintenant 1 an et demi, et qui est donc traduit en français depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, presque, et à disposition en France. Alors, ce livre, je l'ai. Donc, il va s'afficher tout à l'heure, mais le voici. Et c'est 800 pages de mathématiques, d'informatique, de deep learning, d'apprentissage profond. Donc vous voyez, il s'appelle l'apprentissage profond. Et il a nécessité un travail d'une vingtaine de personnes pendant plusieurs mois, entre 3 collaborations, à Quantmetry bien sûr, à l'ENSAI, d'où sont originaires mes deux collègues qui vont arriver, et puis au sein de la start-up allemande DeepL, dont je vous parlerai dans un instant. Alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a essayé de faire ce genre de livre? Pourquoi on s'est intéressé à cet ouvrage? Évidemment, le contenu du livre est absolument fondamental, parce que pour nous, à ma connaissance, à la connaissance de notre équipe, c'est l'un des rares livres au monde qui traite de deep learning sous des angles qui ne soient pas celui spécifiquement des mathématiques, de la statistique par exemple, ou celui de la géométrie, ou celui de l'informatique. C'est un livre qui va vous parler d'abord en termes opérationnels, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser au codage de vos outils, à la faisabilité, à la portabilité, à la montée en échelle. Et pour toutes ces raisons, c'est un livre qui est dédié à peu près à tout le monde. Donc ce livre-ci, nous l'avons repéré depuis longtemps, nous l'avons lu, relu, etc. Et à un moment donné, nous avions l'opportunité de pouvoir travailler directement avec Joshua Bengio et ses co-auteurs. Joshua souhaitait le porter en français. Vous savez, il travaille au Québec, et au Québec, les gens sont obligés d'avoir des livres en français. Et puis, surtout, nous avons réalisé, quand nous avons lu, que finalement, si nous le faisions ce travail de traduction, nous comprendrions encore mieux l'ouvrage. Et pour nous, c'était essentiel, parce que le deep learning, nous en faisons grâce à des outils, des packages, etc. Mais les fondamentaux du deep learning, nous sommes obligés d'y revenir sans cesse. Et au fur et à mesure de notre travail, de notre vie professionnelle, c'est pas toujours très évident de pouvoir se dire « Ah, mon Dieu, un réseau de raisonnement accurant, alors comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que le gradient stochastique marche de nouveau ?» etc. Je vais essayer de me souvenir un petit peu de toutes ces étapes et de pouvoir avancer en termes de recherche et développement. Alors pour nous, c'est fondamental à Quantmetry, la recherche et développement. C'est 20% de notre activité, 20% de notre temps, la recherche et développement en interne. Et ce type de projet ne relève pas a priori de la R&D, mais finalement, on s'en est servi comme d'un vecteur intéressant pour monter en compétences, en compréhension, en traduction et en création de partenariats. Alors, pourquoi donc on a voulu faire ça? On s'est dit au début, bon, on va le traduire, c'est un bouquin professionnel, très bien, on va probablement faire appel à des traducteurs professionnels. Et puis évidemment, au bout de quelques jours, on s'est dit, mon Dieu, ça va être très très long, ça va nous prendre 1 an et demi, le livre sera même plus d'actualité, surtout dans ce domaine qui bouge tellement. Et il nous a paru assez vite que ce serait quand même intéressant de pouvoir, par effet de mise en abîme, essayer, tester des traducteurs automatiques, avec une relecture évidemment de chercheurs, de professionnels. Donc, au même moment, là je vous parle de juillet 2017 à peu près, au même moment, la start-up allemande DeepL est en train d'arriver sur le marché. Vous savez, c'est Lingui qui s'est transformé en DeepL. Et Lingui est connu pour avoir l'un des meilleurs dictionnaires au monde, meilleur dictionnaire anglais-français et d'autres langues. Et donc le fondateur de Lingui a donc fondé DeepL, où ils ont créé des réseaux de neurones, des multimoteurs de réseaux de neurones récurrents pour pouvoir faire de la traduction. Et tout de suite, en faisant des benchmarks avec d'autres traducteurs, il nous est apparu que c'était au moins 3 ou 4 fois au-dessus de tous les autres, en particulier Google Translate à l'époque. Vous savez que ce domaine évolue très vite. Donc on s'est dit, pourquoi pas, appelons-les, voyons si ça les amuse, sachant que ce qu'on souhaite traduire, ce n'est pas du Word, c'est évidemment un programme. Le programme, je vais vous le montrer.
si ça marche. Tac. Non, ça ne marche pas. Bon. Pas de la tech. Ah, raté. Voilà. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Voici un programme LaTeX. C'est le contenu du livre. D'accord ? Donc évidemment, lorsque vous voulez traduire ça, vous passez ça dans un traducteur automatique, vous n'avez absolument rien. Il faut évidemment adopter un système de règles, par exemple, pour essayer d'écarter toutes les balises, mais aussi les symboles. Si vous avez un symbole dans une phrase, un symbole mathématique, alors par exemple, prenons... vous en avez quelques-uns ici pour les gens qui connaissent un petit peu le LaTeX, mais si vous avez des symboles mathématiques dans une phrase, que vous les écartez, que vous traduisez, il va bien falloir que vous remplacez ce type de symbole par un mot qui veut dire quelque chose dans la traduction, et qui va de nouveau être remplacé ensuite lorsque vous allez utiliser le texte traduit. Les équations, c'est pareil, vos balises sont en anglais, tout est en anglais ici, donc il va falloir bien construire un système de règles, un dictionnaire qui va vous permettre de pouvoir écarter toutes ces balises et de les remettre instantanément ensuite dans la traduction. Et puis, il y a d'autres problèmes également, c'est que la causalité des raisonnements. Lorsque vous lisez un livre de mathématiques ou d'informatique, vous avez une certaine causalité, des arguments qui vont les uns après les autres. Vous ne pouvez pas perdre cette causalité dans vos textes traduits. Donc là encore, il a fallu faire un système de règles fondé également sur quelques coefficients de corrélation bien choisis pour pouvoir produire un texte qui, une fois les 800 pages passées d'un coup, puisse dire quelque chose. Et comme vous l'avez peut-être entendu dans la presse résume beaucoup les messages évidemment, vous avez entendu qu'on a grosso modo retravaillé environ 15 à 20% du livre ensuite, ce qui est vrai. Et je vais vous expliquer en détail comment on a fait. Mais dès le début, quand même, dès nos premiers essais, on a quand même été frappé de la puissance des outils qu'on avait mis en place. Et finalement, l'ensemble d'outils qu'on a construit avec DeepL, qui a fait une API spéciale avec nous, c'est une sorte d'IA hybride entre un système de règles et une IA connexionniste. Alors, évidemment, on aimerait bien pouvoir en faire bénéficier maintenant le plus grand nombre. Donc, actuellement, on a utilisé du R et du Python, plutôt du R pour faire le packaging, on va dire, de cet outil. Et on est en discussion avec DeepL pour que l'API puisse éventuellement être mise à disposition d'un plus large public. Donc, le temps de coder proprement les choses, je pense qu'on va essayer d'y arriver, peut-être pas à la fin de cette année, mais plutôt au début de l'année prochaine. Voilà. Alors, je vais revenir sur cet ouvrage. Je pense que le Deep Learning de Joshua Bengio et de ses co-auteurs, vous le connaissez tous, c'est un bouquin c'est l'un des best-sellers en fait en intelligence artificielle des 2 dernières années. Et même si le livre date de fin 2016, il reste d'actualité parce qu'il aborde progressivement les mathématiques de base, la convolution, etc., jusqu'au réseau de neurones récurrents, jusqu'au GAN. Et finalement, les derniers chapitres de ce livre vont être des comment dire, offrent des pistes qui sont encore explorées, et qui sont encore loin d'être définitives. Évidemment, dans le futur de ce livre, j'avais Joshua le jour au téléphone, et il me disait on va pouvoir certainement proposer dans le futur des nouveaux chapitres. Comme vous savez, c'est un domaine qui bouge énormément, et de fait, il est probable que d'ici l'année prochaine, les 2 prochaines années, on recommence la même opération, et du coup, qu'on refasse un nouveau benchmark sur les outils. Mais évidemment, on a envie de pouvoir utiliser des réseaux, une IA déjà entraînée sur le test qu'on a produit. Donc avec DeepL, le texte mathématique anglais et le texte mathématique français intégraux ont été injectés de nouveau en réentraînement. Ce qui fait que progressivement, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas traduire, par exemple, un livre d'algèbre, un livre de physique éventuellement, mis à part les symboles qui changent un petit peu. Et finalement, tous les bouquins techniques, on pourrait quasiment faire adopter la même méthodologie. Alors, je vais rentrer en détail dans la méthodologie parce que elle est... alors, je vais quand même vous montrer... Hop là, voilà, tac. Quand même nos partenaires. Vous voyez que l'INRIA et l'INSICAN sont aussi partenaires ici. Il s'agit de nos relecteurs, parce que nous avons eu des relecteurs externes. Pourquoi ? Il est évident que lorsqu'on fait un bouquin professionnel en informatique et en mathématiques, on ne va pas le faire dans notre coin. On va le faire d'abord supervisé avec l'aide de Joshua Bengio lui-même, qui parle français, donc qui est capable, lui, directement de vous émettre un avis sur votre traduction immédiatement. On va le faire aussi avec quelqu'un que vous allez peut-être voir cet après-midi, Francis Bach, qui est l'un des plus grands chercheurs français en machine learning et en IA.
et qui est d'ailleurs en fait, la personne que Joshua Bengio avait mandaté pour vérifier un peu ce qui se passait autour de son livre en France. Et ces deux personnes, nous l'avons fait sous le contrôle bienveillant, mais acéré de ces deux personnes. Et ça nous paraissait être absolument indispensable pour pouvoir avoir la possibilité de vous le présenter dans les forums et dans les librairies. Alors, les difficultés techniques à surmonter, il y en a quelques-unes. Si mes deux collègues arrivent, ils pourront vous en parler. Je vous ai parlé un peu des causalités. Un problème tout bête, tout simplement, c'est la gestion des index. Vous avez des mots en français, gestion des index et des dictionnaires. Des mots en anglais et des mots en français qui sont parfois très proches, mais qui sont des faux amis. Et maintenant, comme c'était l'occasion de figer un peu le vocabulaire dans le domaine, vous savez, c'est un domaine qui bouge beaucoup, donc du coup, le vocabulaire, il se crée des nouveaux mots chaque jour. Un terme comme prédiction, je suis certain que vous tous l'avez déjà utilisé. Tous les gens qui ont fait un peu de machine learning, data science, vous avez utilisé le mot prédiction. Le mot prédiction en anglais, c'est effectivement utilisé pour un modèle qui va permettre de prévoir un comportement, qui va s'appuyer sur des corrélations, sur un mécanisme, sur une causalité ou pas, mais qui n'est pas un modèle sorti d'une boule de cristal. En français, prédiction, ça fait un peu Madame Irma quand même. Donc ce type de détail, voilà, ça s'applique à ces mots-là. On les a essayé de les figer, et donc évidemment tout le livre parle de prévision et non pas de prédiction. C'est pas forcément simple pour différents outils. Les réseaux de neurones récurrents, les machines de Boltzmann restreintes, etc. Bon, en français, on a tendance à mettre beaucoup plus de mots finalement qu'en anglais, mais on a quand même réussi à faire un livre qui est quasiment à la page près et de même taille que l'anglais. Comment est-ce qu'on a fait? En fait, on a tout simplement commencé par un dictionnaire anglais-français avec les auteurs. On s'est dit, bon, les Québécois, d'ailleurs, nos amis québécois, ne sont pas forcément tout à fait d'accord avec nous sur la traduction de tel ou tel terme. On a passé un peu de temps avec l'équipe de Bengio au Mila pour pouvoir le faire. Et puis, on l'a proposé à DeepL afin qu'ils puissent figer aussi une certaine part de leur traduction. Et voilà, donc le projet a commencé comme cela. Ensuite, entre l'équipe de Quantmetry et l'équipe de l'ENSAI, nous avons construit le système de règles. Alors, après, je vous ai parlé de choix délicats à la traduction. C'est vrai que le livre a évidemment été intégralement relu ensuite. Et l'un des gros problèmes en anglais, vous savez, l'anglais, on répète beaucoup de choses. Donc, si on veut éviter une traduction dans laquelle on dit les réseaux de neurones récurrents font machin, les réseaux de neurones récurrents font machin, etc., ou la propagation par gradient, etc., fait ça, ça finit par devenir extrêmement lourd. Donc, il y a un compromis à faire entre la précision des termes et évidemment la fluidité du texte. Donc, évidemment, le texte que vous trouverez dans le livre, c'est un texte subjectif, mais le plus objectif possible, si je puis dire. Voilà. Alors, on ne va pas recommencer de sitôt quand même à faire tout un livre comme ça. C'est vrai que nous avons eu énormément de demandes ensuite. Après, beaucoup de gens sont venus nous écrire en nous disant « Ah, écoutez, on a des notices aspirateurs à traduire, on a des documents techniques en architecture à faire, etc. Quand même, vous ne pourrez pas nous aider pour essayer de produire une IA qui soit spécifique à notre domaine ?» Alors, ce n'est pas le métier de Quantmetry de faire ça. Du coup, on y réfléchit un petit peu avec nos partenaires, évidemment. Et c'était un peu pour l'exploit, mais surtout, c'était un projet d'équipe. C'est-à-dire que tout le monde dans l'entreprise, que ce soit les data consultants, les data scientists, data architectes, etc., ont tous été investis de ce projet. Et puis, par ailleurs, on va pas se contenter de faire une traduction pure sucre parce que c'est pratique d'avoir mis à destination de la communauté française francophone dans le monde entier, la deuxième communauté au monde pour le deep learning, cet ouvrage. On a aussi envie de pouvoir avoir des idées sur le rôle réel du deep learning dans l'économie. Donc, en parallèle de ce travail, nous avons commencé à écrire des articles sur la contextualisation du deep learning dans l'industrie, dans la finance, dans l'éducation également. Les problématiques liées du deep learning liées à l'économie des moyens, je pense en particulier à l'éclosion des nouvelles puces neuromorphiques, par exemple, les gros problèmes que pose l'IA embarquée. Donc l'IA embarquée, ça va être, combien coûte la minute de drone avec un réseau de neurones de tel type, etc. Donc voilà, on fait ce travail-là aussi. Cet article sera bientôt, la semaine prochaine, mis à disposition également. Il accompagne le livre et il va nous permettre, j'espère, de pouvoir intéresser un grand nombre d'entre vous, de pouvoir aussi, pour les étudiants qui sont là, pour les personnes qui désirent se mettre
travailler sur le deep learning, de pouvoir se projeter un petit peu plus efficacement dans les applications du deep learning. Et puis, c'est aussi une façon de dire, écoutez, le deep learning, c'est très intéressant, mais il y a quand même deux gros problèmes. Le premier problème, c'est celui de la régularisation des fonctions objectifs que nous avons, qui sont au cœur du deep learning, qui permettent d'apprendre. Et le deuxième, c'est celui de l'optimisation, nonobstant tous les problèmes de taille d'échantillon, de dimension. Vous savez qu'on reproche beaucoup à l'apprentissage profond d'être relativement peu explicable, on ne comprend pas très bien pourquoi ça marche si bien. En général, c'est souvent lié au fait que vous définissez une métrique à minimiser, que cette métrique n'est pas convexe. Donc vous obtenez quelque chose, une sorte d'optimum local qui est pas mal, qui fonctionne pas mal, mais qui pourrait peut-être fonctionner mieux. Et donc la plupart des travaux de recherche actuels se focalisent réellement sur le contrôle de l'optimisation, mais on en est encore très loin. On est vraiment encore très loin. Et du coup, il y a un certain nombre d'outils qui existent, qui sont déjà assez anciens. Je pense à des outils des années 90, je pense à des choses en machine à noyau, par exemple, ou des choses toutes bêtes en traitement d'image, que les gens utilisent peu, qu'on voit peu dans les publications, mais qui sont pourtant extrêmement efficaces d'un point de vue opérationnel. Quantmetry, avec sa R&D, travaille beaucoup dans l'imagerie médicale. Et on constate jour après jour à quel point on n'a pas forcément besoin d'utiliser des outils extrêmement impressionnants, on va dire, pour arriver à des résultats qui sont déjà extrêmement satisfaisants pour les médecins. Évidemment, on a envie de progresser, on suit la progression de la recherche académique, et de plus en plus, nous avons des relations avec eux. Mais d'un point de vue opérationnel, et notamment d'un point de vue montée en échelle, je recommande vivement à tous, si vous êtes intéressés, de lire peut-être les quelques passages de cet article où nous traitons justement des données médicales, des données satellites, etc. Alors, il y a aussi un autre aspect qui, pour Quantmetry, était peut-être un peu moins important, et j'aurais évidemment bien aimé que mes collègues qui devaient être présents vous en parlent, c'est la plus-value en termes d'enseignement. Alors, pour petite histoire, moi je suis aussi professeur à l'université, à Jussieu. Et évidemment, quand j'ai commencé à parler de ce problème, de ce sujet-là à mes collègues, ils m'ont tous un peu rionné en disant, écoutez, tous les chercheurs parlent en anglais, écrivent en anglais, qu'est-ce qu'on a besoin de traduire ce bouquin en français? Alors, bon, c'est vrai qu'initialement, moi-même, je n'avais pas forcément un besoin fort de le faire, mais finalement, après l'avoir fait, et après l'avoir relu en français, je me suis aperçu quand même que l'anglais, en tout cas la façon dont il était écrit, était parfois un peu trompeuse, toujours au sens du vocabulaire, et on se rend compte assez vite qu'en fait les mathématiques et l'informatique française sont peut-être un petit peu plus, on va dire pas précis, mais peut-être un tout petit peu plus rigoureux en termes de vocabulaire. Et du coup, ce qu'on appelle featuring, caractéristiques, qui portent plein d'autres noms en termes de plongement par exemple, en anglais, en français vous êtes assez limité, et finalement vous comprenez un petit peu mieux ce qui se passe dans votre machine à vie. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai transmis quelques traductions partielles à mes collègues et qui finalement, leur avis a changé. Ils se sont dit « Ah oui, pour mes étudiants, c'est pas si mal ». Les étudiants sont peut-être... Je ne dis pas que les étudiants sont des flemmards, pas du tout, ou qui parlent mal anglais, mais la réalité est qu'on pense un petit peu différemment en anglais et en français. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Cédric Villani, donc il a l'habitude quand même. Et moi, dans mon métier de mathématicien aussi, effectivement, je constate à présent que je suis assez content d'avoir ce livre à disposition. Oui, pardon. Je suis assez content d'avoir ce livre à disposition et que je pense dans ma pratique quotidienne de l'apprentissage, j'aurais envie de pouvoir le réutiliser, d'en faire profiter mes étudiants. Voilà. Donc je pense que Salima et Fabien, s'ils arrivent, pourront vous en dire un tout petit mot. C'est depuis lors à l'ENSAI, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent de l'ENSAI ici, mais je crois qu'il y a une publicité importante qui a été faite dans l'école. J'ai le sentiment que si je devais choisir à présent des étudiants en stage, par exemple, qui connaissent bien l'apprentissage profond et ses concepts, j'aurais peut-être une petite envie d'aller chercher à l'ENSAI des étudiants. Pas seulement, hein, mais bon. Et alors je voulais vous dire aussi encore une chose à ce sujet. C'est que l'ouvrage, je vous l'ai dit, est plutôt pensé en termes un ouvrage, on va dire, à connotation informatique avant tout, parce qu'il s'agit d'implémenter. Étant statisticien, et ayant beaucoup de statisticiens autour de moi, dans l'entreprise et ailleurs, mes deux collègues étant statisticiens, on a quand même essayé de faire un lien. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on
lorsqu'on parle de SVM, d'accord, il y a une interprétation géométrique des SVM, bien sûr, il y a aussi une interprétation statistique, et du coup, qui n'était pas forcément présente dans le livre. Donc on a rajouté en note de bas de page, avec l'accord des auteurs évidemment, ce type de précision. La raison en est en fait que, vous savez, en France, les statistiques font partie des mathématiques. Dans le monde anglo-saxon, c'est un petit peu différent. Donc ça amène des cloisonnements qui ne sont pas forcément très souhaitables. Donc je ne dirais pas que le livre est, entre guillemets, meilleur que l'original, c'est pas vrai, mais c'est un livre qui est peut-être, dont le vocabulaire est peut-être un petit peu plus étendu, justement à destination de plusieurs communautés. Alors, une dernière chose, et après je vais vous laisser la parole, vous avez probablement des questions peut-être. Une dernière chose, c'est qu'est-ce qui se passe après? Je vous ai dit, finalement, on pourrait attendre de nouveaux chapitres ou proposer à nos collaborateurs, nos auteurs, de participer à ces chapitres. Non, on n'a pas. Enfin, ça c'est un aspect, mais l'aspect, à mon avis, la suite la plus immédiate, la plus évidente, c'est qu'on a envie que ce livre vive, qu'il puisse vivre dans la communauté d'apprentissage profond en France, et qu'il puisse notamment servir d'endroit où déposer des exercices, ou faire progresser les gens. Donc en interne chez nous, c'est une étape obligée, alors pas de lire tout le livre, mais en tout cas de s'intéresser à au moins des passages du livre, d'aller refaire des exercices, éventuellement d'ajouter un cas d'étude, etc. Et nous croyons vraiment que ça va nous permettre, pour toutes les compétences, de pouvoir progresser techniquement. Et donc j'encourage aussi tous les gens motivés à venir nous rejoindre aussi pour essayer de fédérer une communauté. Il existe déjà de nombreux meet-ups, bien sûr, de fédérer une communauté autour des applications de l'apprentissage profond et des applications critiques. Je pense que ça va se faire dans les mois qui viennent avec l'une de mes équipes. Et voilà. Donc en tout cas, c'est un projet qui a été ambitieux, qui a été original, on va dire. Et je suis évidemment très heureux qu'il ait été abouti. Je ne vous cache pas que pendant plusieurs mois, c'était un peu compliqué. Il fallait absolument s'y remettre et y croire. On y a cru, ça a marché. Du coup, vous pouvez évidemment le trouver. Alors, malheureusement, il n'y a pas de librairie disponible sur un des stands aujourd'hui, mais il est dans toutes les FNAC. Et à présent, j'accueille volontiers vos questions, si vous en avez. Attends, je crois il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois rien du tout. Il y a un micro dans la salle. Je ne sais pas qui a le micro, mais... Ah, formidable. Bon, bah... non, c'est pas grave. Vous pouvez les applaudir quand même, parce qu'ils ont fait tout le chemin de Rennes pour venir vous voir. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous présenter Salema Al-Khalei et Fabien Navarro, qui sont tous les deux enseignants-chercheurs, maîtres de conférences à l'ENSAI. Merci beaucoup. Alors, en théorie, on devrait s'asseoir pour finir cet exposé. Et du coup, je vais proposer de poser des questions. Moi, j'ai quelques questions à poser à nos amis, à nos collègues. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, c'est le moment. Bon. Écoutez, asseyons-nous. Alors c'est un peu débeauté. Bon, on a encore quelques instants pour pouvoir discuter. Une dizaine de minutes environ. Et si vraiment vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous interrompre, parce que voilà, il nous reste une dizaine de minutes. Merci encore d'être venu. Alors pour nous, c'était un plaisir de travailler en collaboration avec l'ENSAI, avec DeepL. Et je vais vous poser une question, donc les micros doivent pouvoir marcher. Je vais vous poser une première question. Ce projet, quand on en a parlé avec vous, vous semblait un peu dingue. Et qu'est-ce qui vous a spontanément intéressé, motivé pour pouvoir le faire? Déjà, bonjour à tous. Je me présente, je suis Salema Al-Khalei. Je suis enseignante dans le département de statistique à l'ENSAI. Moi, ce qui m'a vraiment surtout plu dans le projet, déjà d'une part, il y avait le côté challenge du projet. En fait, on partait de rien. Ce qui était vraiment motivant et challenging, on va dire, c'était... moi, je me posais vraiment la question de le résultat vraiment brut de ce qu'on allait obtenir du réseau de neurones. C'était l'occasion de faire un benchmarking. Ouais, c'est ça, vu qu'on n'avait rien du tout sur le sujet. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a surtout plu, c'est de me dire, voilà,
En fait, on a les outils à l'intérieur du livre et on va utiliser vraiment ces outils pour traduire le livre. C'était vraiment rigolo. Et voilà. D'accord. Fabien, je ne sais pas si tu as une autre chose à ajouter. Oui, bonjour, désolé pour le retard. Moi, je suis enseignant-chercheur à l'ENSAI également. Plus proche. Donc, moi, c'est pareil, c'est un projet qui m'a beaucoup intéressé. Le fait aussi de pouvoir collaborer avec les auteurs au long du projet aussi, ça c'était quelque chose de vraiment intéressant pour nous. Et le côté aussi de partir des sources du LaTeX et réussir à construire un programme qui permettait de transformer ce LaTeX, qu'il soit interprétable ensuite par le réseau. Donc ça, c'était un challenge aussi, vraiment. On a rencontré pas mal de petits soucis par rapport à ça, et donc on a dû... le fait que le timing soit très serré aussi, donc on a essayé de trouver des solutions adaptées dans des temps très courts, et donc c'était assez intense comme projet, et très intéressant, très enrichissant. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, lorsqu'on a acheté les droits de MIT Press, qui étaient les éditeurs originaux du bouquin, on avait à peu près 8 mois pour pouvoir sortir la version française. Donc c'était déjà hors de question, en fait, finalement, d'avoir un traducteur unique, humain, qui fasse les 800 pages. Il aurait fallu un an et demi. Sachant qu'évidemment, il fallait un professionnel du domaine pour bien comprendre ce qu'il traduirait. Et donc, vous êtes professionnel du domaine, vous êtes tout le temps pris. Alors, on a la chance de vous avoir aussi aujourd'hui. Mais un maître de conf dans une école d'ingénieur ou un professeur, ça peut traduire 2 heures par semaine, 3 heures par semaine, donc c'est évidemment absolument impossible. Alors, tu parlais des difficultés, tu nous as énormément aidé, Fabien, sur les systèmes de règles. Est-ce que tu as une difficulté majeure qui a pu te restreindre, t'occuper pendant un moment? Je pense que une chose à laquelle on n'avait pas pensé au départ, en fait, c'était que dans les sources du LaTeX, les auteurs avaient certainement utilisé un éditeur LaTeX particulier qui faisait que les phrases étaient coupées, en fait, donc il y avait un retour à la ligne en milieu de chaque phrase, en fait, qui était toujours avec le même nombre de caractères, et donc il fallait identifier, en fait, on pouvait pas donner ça au réseau directement, en fait, parce que sinon les phrases auraient été coupées et il y aurait aucun sens, en fait, dans le résultat. Et donc il a fallu identifier, en fait, à quel moment on avait des passages à la ligne, en fait, dans les paragraphes de texte, et tout en préservant les passages à la ligne qui étaient importants, en fait, dans la structure du document. Donc ça, c'était assez compliqué au départ, et finalement, c'est une des choses à laquelle on a passé un peu de temps. Également, tous les caractères spéciaux, en fait, les caractères spécifiques, les plus, les moins, les et, tous ces caractères-là, en fait, il a fallu repasser par l'encodage ASCII, en fait, des caractères pour que ce soit interprétable par la suite. Sinon, il y a des détails comme ça, en fait. Il y en a eu quelques-uns. Alors, on voulait initialement pouvoir vous montrer une démonstration ici dans cette salle en live de la traduction. Pour des raisons techniques, on ne peut pas le faire. Par contre, éventuellement, si on a un peu de temps tout à l'heure sur le stand de Quantmetry, on pourra essayer de vous montrer sur un PC, à ceux qui sont intéressés, un tout petit exemple de traduction mélangée. Moi, alors, il nous reste quelques minutes. J'ai une question avant les questions, s'il y en a. Donc, là, je m'adresse aux enseignants et pas uniquement aux chercheurs. J'ai donné aux personnes qui sont ici ma vision un peu de l'intérêt pour les étudiants, pour vous. En tant que chercheur et enseignant, est-ce que je peux vous demander votre vision personnelle, votre intérêt personnel sur la chose et l'intérêt pour les personnes que vous encadrez au jour le jour? Avoir un livre en français sur le domaine. Le fait déjà d'avoir un ouvrage en français comme ça, je pense que ça permet aux étudiants qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'anglais d'aller voir directement dans l'original, en fait. Oui, ça, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que ça va ouvrir cet ouvrage au plus grand nombre, aux francophones. Et d'un point de vue personnel, ça nous a aussi permis à nous d'apprendre aussi des choses. Et donc ça, c'était très intéressant également. Et
C'est vrai qu'actuellement, en fait, il existe très peu de livres de deep learning, d'un point de vue technique en français. Et donc, je pense que ce livre, il a vraiment une plus-value dans les formations de data scientist en France ou dans tous les pays francophones. Je pense. Moi, j'ai le sentiment que les personnes qui ont déjà un parcours professionnel et qui se mettent à faire s'intéresser à l'IA et au particulier au deep learning, je pense à effectivement des statisticiens, des mathématiciens, et pas seulement des ingénieurs, ou des gens qui ont peut-être lâché un petit peu de maths il y a déjà un moment, reprendre par un livre en français plutôt qu'en anglais cette discipline me paraît être un public, me paraît adapté. J'ai pas encore beaucoup de retours évidemment sur ce livre, mais vous tous qui êtes là, ou qui l'avez lu peut-être, qui l'avez regardé, n'hésitez pas à nous en faire, parce qu'évidemment, maintenant, c'est pas très compliqué de rappuyer sur le bouton et de changer des choses maintenant qu'on a fait tout le travail d'encodage. Voilà, il faudra pas hésiter. On parlait un petit peu du futur. Alors, hier soir, avec Fabien, on a évoqué le fait que peut-être prochainement, vous pourrez acheter un livre anglais sur Amazon, cliquer sur un bouton, tiens, faire traduire, et puis on vous envoie la version traduite par un moteur, par des moteurs d'intelligence artificielle. On est encore un petit peu loin, je crains, mais moi j'ai une dernière question peut-être, c'est est-ce que vous voulez continuer à faire ce type de projet? Est-ce que vos étudiants, ça les a intéressés aussi, quand vous en avez parlé? Est-ce qu'il y a de l'avenir, à votre avis, en traduction automatisée en France, sachant qu'il y a évidemment des grands qui les font déjà? Ah oui, je pense qu'il y a très certainement un avenir en traduction automatique. Ça fait partie, à mon avis, d'une des branches du deep learning pour laquelle on va avoir encore des améliorations dans les mois et années à venir. Et avoir un champion français, peut-être, de la traduction? Ouais. Pas simple avec, évidemment, les GAFA pas loin. DeepL Alors, une dernière chose, c'est vrai que DeepL, on les a appelés aussi parce qu'ils sont allemands et qu'on avait envie de travailler en Europe avec des champions, en tout cas, en l'occurrence, c'était une start-up qui n'était pas du tout connue à l'époque, mais qui maintenant l'est beaucoup plus. Voilà, c'est aussi un élément important de notre stratégie à Quantmetry, de pouvoir travailler avec des organismes locaux. En France, on a les meilleurs statisticiens du monde, on a des meilleurs mathématiciens également, et c'est vraiment dommage de ne pas les voir dans l'école d'à côté, dans l'université d'à côté, s'il n'y a pas des gens extrêmement talentueux et compétents pour pouvoir nous aider à faire des projets comme celui-ci. Il nous reste 1 minute. Je ne sais pas si quelqu'un... une question ou 2 questions. Ah, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer. Ici. Bonjour. Moi j'ai une question, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez noué des partenariats avec l'INRIA, là vous parlez avec l'ENSAI. Voilà, comment aujourd'hui, quand on est une entreprise privée, on arrive à nouer des liens avec l'académique, et comment on arrive avec... voilà, est-ce qu'il faut une crédibilité et comment elle s'acquiert? Voilà, c'était ma question. Alors je ne peux pas répondre sur l'ensemble des liens, je vais vous parler un peu de notre expérience personnelle, mais vous avez peut-être aussi, vous, déjà des relations avec des industries. Par exemple, le groupe NSAE-NSAI dispose d'une boîte de consulting qui s'appelle Datastorm, avec laquelle, en fait, le principe de cette boîte, c'est d'associer un chercheur ou des chercheurs sur les projets industriels. Et donc, c'est vraiment une plus-value intéressante en général, où tout l'aspect méthodologique est développé en fait par les chercheurs. Et ensuite, il y a des ingénieurs de chez Datastorm. On peut aussi inclure des thésards ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qui marche très très bien. C'est une entreprise qui a été créée en 2013 et je pense qu'elle a un chiffre d'affaires qui a vraiment augmenté très très rapidement. Et c'est vraiment pas mal comme initiative, je pense. Alors, le temps est écoulé, mais je vais quand même vous donner une petite réponse, moi aussi. Merci. À moins que Salima, tu veux dire quelque chose? D'accord. Là, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais aussi également professeur à l'université. Donc, les parcours mixtes, j'y crois beaucoup.
j'en vois de plus en plus. Vous savez, on parle beaucoup des gens qui font maintenant des parcours, alors je sais pas comment ça s'appelle, boomerang. Là. Bon, c'est pas un parcours boomerang, mais il faut pas oublier effectivement que les meilleures compétences techniques sont dans les universités, dans les centres de recherche en France, et que les gens qui sont là-bas souhaitent créer, ou pas forcément créer, mais en tout cas participer à une aventure éventuellement entrepreneuriale, et que les postes de conseiller scientifique, les postes de chercheurs en CDD éventuellement, pour le temps de développer quelque chose, sont à mon avis des passages assez adéquats, c'est du réseau, c'est la construction d'un réseau. Vous avez l'AMIS en France qui est certainement un vecteur important de lien entre les entreprises et le monde académique, mais ça reste plutôt en général des grandes boîtes. Pour des startups, pour des PME, je crois beaucoup au réseau, aux copains qui est parti faire une thèse, tandis que vous êtes devenu ingénieur et que vous êtes rentré dans une entreprise. À tous mes jeunes chercheurs et ingénieurs qui rentrent à la Quantmetrie, la première question que je leur pose quand ils arrivent, c'est avec qui vous avez bossé? Et est-ce que ces personnes qui ont bossé avec vous, qu'est-ce qu'elles vont faire? Est-ce qu'il y en a certaines parmi elles qui vont devenir professeurs ou chercheurs? Voilà. Et c'est comme ça que ça se monte. Et actuellement, je pense que Quantmetrie, et bon là, on est en voie probablement de construire un partenariat un peu plus ferme avec l'ENSAI, mais on a un grand nombre de partenaires académiques. Je pense à Sorbonne, je pense à Paris Diderot, je pense à l'ENRIA, je pense à de nombreux hôpitaux universitaires. Je vais parler de ça tout à l'heure. C'est pas très compliqué à monter. Administrativement, c'est pas pénible, mais fondamentalement, la crédibilité s'établit sur l'envie et sur des productions comme celle-là, certainement. On est un petit peu en retard. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Si vous voulez... Merci. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur le stand de Quantmetrie pendant la journée et on essaiera éventuellement effectivement de mettre en place une petite démonstration. Merci encore. Merci. Merci.